Je peux dire c'est venu comme ça. J'arrive même pas à expliquer comment j'ai décidé un jour pour partir. C'est venu naturellement comme ça. C'est pour cela déjà que j'ai appelé le livre Le voyage d'un oiseau, parce que j'ai fait comme les oiseaux. Un coup seulement tu s'envoles pour partir. Voyager, c'est aller à la rencontre de soi, comme du reste du vivant. Dès lors, qu'est-ce que le voyage dit de nos rapports au monde ? À l'heure où le monde bascule, entre crises politiques, sociales et écologiques, peut-on encore désirer de voyager ? Bienvenue dans le podcast De Vive Voix, le podcast qui questionne le sens du voyage et de ses usages au regard des enjeux de justice sociale et écologique. Moi, c'est Anthony, et 2 fois par mois, je donne la parole à celles et ceux qui s'interrogent sur la place du voyage dans nos vies et sur ses existences désirables pour aujourd'hui comme pour demain, afin que le voyage ne soit plus un appareil de la destruction du vivant et le miroir de nombreuses injustices et oppressions, mais plutôt un moyen de redéfinir les manières de se rencontrer et faire société. Bonjour Scylla, je suis très heureux de te rencontrer ici chez toi à Lyon pour l'échange qui va suivre, entouré de tous ces magnifiques tableaux, ceux que tu as peints. Merci de m'avoir ouvert la porte de ce lieu coloré. Comment tu vas en cette belle après-midi de printemps ? Bonjour Anthony, merci d'avoir se déplacé jusqu'à chez moi ici. Et je suis très très heureux de te rencontrer. Et voilà, il fait beau, c'est calme, tout va bien. Génial. Scylla, de ton vrai nom Karamoko Scylla, tu es artiste peintre. En décembre 2025, tu as publié ton premier livre, Le voyage d'un oiseau, Oui. En auto-édition. Ce livre, il retrace le parcours de ton exil, de la Guinée-Conakry jusqu'en France, au travers d'un témoignage puissant et que je trouve indispensable. Dans cet épisode, on va prendre le temps de revenir sur ce voyage qui a changé ta vie, mais on va aussi parler de ton travail d'artiste peintre, inspiré de ton rapport au vivant, comme de l'histoire de cet exil. On va parler aussi de langue, mais aussi des injustices et inégalités qui se maintiennent lorsqu'on parle de voyage aujourd'hui. Comme tu l'indiques dans le résumé du livre, et je reprends ici tes mots, il t'aura fallu plusieurs années pour poser des mots sur ton vécu. Un parcours saisissant et pourtant si banal, tant il peut faire écho au vécu de nombreux autres oiseaux. Oiseau, c'est le nom que tu donnes à toutes celles et ceux que l'on a tendance à étiqueter et dévaloriser avec les termes suivants: réfugiés, migrants, sans-papiers. Autant de cases et de termes qui ne conviennent pas pour définir qui sont ces personnes, pour parler de leur histoire et ce qu'elles ont vécu. Oiseau, c'est un bien plus joli mot pour parler du vécu justement de toutes ces personnes qui s'envolent vers de nouveaux horizons. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu as choisi ce mot en particulier ? Est-ce que tu peux aussi le prononcer en malinké, l'une de tes langues natales, car c'est sous cette forme que tu le présentes dans ton livre ? Oui, bien sûr. L'oiseau veut dire en malinké kono. Kono, donc malinké, c'est une des langues parlées en Afrique de l'Ouest et c'est la langue de ma mère. Donc Kono. Kono, ouais. Pour commencer à parler de ce périple, je voulais prendre quelques secondes pour donner quelques précisions qui me semblent nécessaires. Tout d'abord, un petit avertissement sur le fait que certaines des réalités qui vont être décrites, certaines des réalités dont on va parler, peuvent heurter la sensibilité des personnes qui nous écoutent. Mais en tout cas, moi, il me semble nécessaire de les aborder pour rendre compte, pour informer aussi. Je trouve ça vraiment important. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne va pas aborder tous les détails de ce voyage. On va s'en tenir au vécu que tu souhaites aborder et aux choses aussi que tu te sens d'exprimer sur le moment. Par exemple, le livre, il débute avec des chapitres sur ton enfance et aussi sur les raisons de ton départ. Et c'est des sujets qu'on a fait le choix ensemble de ne pas aborder ici.
Donc j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à se procurer le livre Le voyage d'un oiseau pour découvrir ces vécus-là, ce que tu racontes et notamment les raisons de ton départ, qui sont des éléments aussi essentiels de la compréhension de ton parcours et de ses choix. Ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est qu'un jour, tu as décidé de prendre ton destin en main et tu as pris la décision de quitter ta terre natale, la Guinée-Conakry, et cela impliquait notamment de quitter ta famille, de quitter tes amis. Donc c'est une décision qui est mûrement réfléchie, dont tu mesurais aussi les risques. Et comme de nombreux autres de tes connaissances, tu t'es à ton tour lancé dans un périple pour rejoindre l'Europe. La destination, tu ne la connaissais pas encore. Est-ce que, si là, tu veux nous dire quand tout a commencé, est-ce que tu veux situer aussi en quelle année, à quelle période c'était ? Oui, bien sûr. La plupart des jeunes comme moi ne décident pas directement de partir tout de suite. Et ça vient petit à petit. Comme si tu vois, en Guinée, c'est un pays très très riche, les sous-sols, mais les populations sont pauvres. Moi, j'étais là avec les amis, je faisais des mototaxis pour pouvoir gagner un peu d'argent. Et je voyais qu'il y a des gens qui voulaient voyager. Et quand ils demandent le visa, c'était impossible d'obtenir un visa. Donc, c'est l'inégalité qui fait que certains jeunes se lancent dans cette aventure, comme moi. Je peux dire que c'est venu comme ça. J'arrive même pas à expliquer comment j'ai décidé un jour pour partir. C'est venu naturellement comme ça. Et j'ai pris mes bagages et dit que allez, il faut partir. C'est pour cela déjà que j'ai appelé le livre Le voyage d'un oiseau, parce que j'ai fait comme les oiseaux, un coup seulement qui s'envolent pour partir. Ouais, t'évoquais l'impossibilité d'avoir un visa. Quels étaient les critères, les demandes pour obtenir un visa à ce moment-là pour l'Europe ? Déjà, ils veulent savoir où tu vas et quand tu pars, qu'est-ce que tu vas faire et est-ce que tu as de l'argent. Les visas, c'est très très cher. C'est très cher pour un Guinéen, voilà, de payer tous ces sommes pour pouvoir voyager, pour pouvoir se déplacer. Et même si ça peut venir des moments aussi, tu as de l'argent, mais on dit pour les visas, et c'est bloqué pour les Guinéens. Il n'y a pas de visa. Et même si tu demandes que tu as tous les critères, tu ne peux pas avoir ton visa. Juste comme ça. C'est pour cela que je dis que c'est une injustice. Ouais, parce que même si tu rassembles les critères, en fait, ça fonctionne pas. Parce que est-ce qu'il y a des quotas ? Est-ce que c'est lié à ça ou... Je pense pas. Je pense que c'est la politique. C'est la politique je peux dire, des pays occidentaux pour certains pays africains. Et c'est là comme ça. Et on ne sait pas pourquoi ça. Ok. Est-ce que tu peux me rappeler, oui, du coup, en quelle année et à peu près à quelle période tu fais ce choix de partir ? C'était en 2017. C'était en 2017 que j'ai fait le choix de quitter en Guinée. Et je me rappelle le 12 février 2017 que j'ai quitté en Guinée. Donc le 12 février 2017, tu fais ce choix. Est-ce que tu en informes ta famille, tes amis qui est au courant de ce départ ? C'était trop dur d'en parler autour de moi, surtout de dire à la famille. Et je pense que si je disais à mon père que j'allais partir, et il n'allait pas accepter. Il n'allait pas accepter. Et pour les amis aussi, je n'ai pas dit à tous les amis. Je dis aux amis proches, très très proches de moi, que j'ai dit. Les amis, ils ne pouvaient pas dire non à mon voyage. Mais c'était très dur pour moi de quitter tous ces amis et ma famille. Et donc, la première étape de ce voyage, c'est de rejoindre le pays frontalier, le Mali, et sa capitale Bamako. Est-ce que tu veux nous parler des premiers jours du voyage, comment ça se passe ?
Oui, le premier jour de voyage, c'était trop dur pour moi parce que j'avais des souvenirs de tout ce qui allait passer derrière moi et j'ai pensé à mon père aussi qui était malade. Et donc, j'avais en tête que est-ce que je vais le revoir ou pas. Et avec tout le lien qui était entre moi et mon pays aussi, qui n'a pas été très très facile. Et dans la voiture, j'arrivais pas à dormir. Et j'avais en tête que je suis en train de partir de mon pays. Mais il fallait faire ça parce que j'avais déjà fait un choix. Et donc, comment tu fais pour rejoindre le Mali? Est-ce que tu prends un bus? Comment ça se passe? J'ai pris un taxi qu'on appelle Taxi Brousse. Voilà, un Taxi Brousse, là où il y a beaucoup de gens dans une petite voiture qui peut prendre 6 personnes, mais il peut mettre 8 9 personnes dedans, et puis avec les bagages chargés en haut. Et c'est ça que j'ai pris pour rejoindre le Mali. Mais avant d'arriver dans la capitale Bamako, c'était très dur de passer à la frontière. Et parce que voilà, le gouvernement guinéen avait vu que les jeunes sont en train de partir, donc ils avaient pris une grande précaution pour bloquer les jeunes à la frontière. Et il fallait avoir des bons arguments pour pouvoir passer. Parce que j'avais pas ma carte d'identité sur moi. Et dans ce genre de trucs, tu peux pas prendre ta carte d'identité avec toi parce que très facilement, ils vont dire que bah, je suis encore à l'école. Donc, ça pouvait faire que, bah, voilà, ils me font retourner, quoi. Et du coup, est-ce que tu dois argumenter à la frontière pour passer? Quels sont les arguments que tu Ouais, as? bien sûr, il faut argumenter, il faut dire que bah, il y a un de tes frères qui est à Bamako, tu vas aller en vacances ou bien tu vas aller rendre des visites. Et déjà, la langue qui est parlée à la frontière, moi, je parlais déjà la langue qui est la langue malinké. Donc, c'était facile pour moi et de pouvoir passer. Est-ce que du coup, au Mali, ils parlent aussi malinké ou est-ce qu'ils parlent aussi d'autres langues que le malinké? Le Mali, il parle plusieurs langues, comme en Guinée. Il parle plusieurs langues, mais le bambara et le malinké, je peux dire, c'est la même. Et quand tu comprends, tu parles bien le malinké et tu vas te comprendre avec quelqu'un qui parle le bambara. Ok, donc c'est des langues assez proches entre les deux. Oui, c'est ça. Et donc, tu arrives finalement à Bamako, dans la capitale du Mali. Et là, il me semble que tu entends d'autres langues aussi, différentes langues qui ne sont pas forcément les tiennes. Et tu arrives à trouver un groupe de Guinéens. Comment se fait cette rencontre? Comment ça se passe? Oui, quand je suis arrivé dans la capitale à Bamako, j'étais un peu troublé parce que c'était la première fois de quitter mon pays. Et j'étais là à regarder de gauche à droite. Et j'entendais d'autres langues aussi que je ne comprenais pas. Et un coup, j'ai vu, parce que c'était à la gare, j'ai vu des jeunes qui parlaient la langue malinké que je comprends bien et je me suis approché d'eux. Et ces moments, je me sentais en sécurité parce que déjà, si tu es dans un autre pays que tu ne connais pas et tu ne trouves pas d'autres personnes qui parlent la même langue que toi, et ça devient compliqué. Ouais, c'est clair. Bah, je pense que c'est compliqué pour tout le monde, même pour des Français ou des Françaises. Quand c'est pas notre langue, c'est compliqué. Ouais. Donc, je comprends parfaitement. Et donc, avec ce groupe, vous trouvez un moyen d'hébergement à Bamako. Vous cuisinez ensemble, vous vous entraidez, vous prenez le temps de tisser des liens qui vont être essentiels tout au long du voyage. Et puis, après 15 jours, vous prenez le bus pour le Burkina Faso. Et donc, il était important de continuer la route, notamment pour pas dépenser tout votre argent, parce que ça va être quelque chose aussi d'essentiel. Le rapport à l'argent et cet outil-là, et ce qu'il entraîne
quand on est en exil dans ces pays, qui est globalement un peu le seul passe-droit. En traversant le Mali, tu dis dans le livre découvrir de nouveaux paysages très arides et bien différents de ceux que tu as toujours connus en Guinée, qui au contraire est un pays qui est très vert, qui est surnommé, tu dis, le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que tu veux nous décrire un peu plus ces découvertes d'un climat plus aride, ces découvertes que tu fais au Mali? Oui, quand je suis arrivé au Mali, déjà c'est la nourriture déjà que j'avais vu que c'était pas la même. Et je voyais des repas que je connaissais pas du tout. Et un jour même, je me suis amusé à acheter quelque chose que j'ai oublié le nom, j'ai pas pu manger. Et pourtant, je voyais que et ils aimaient trop ça. Et voilà. Et après, quand j'étais dans le bus pour rejoindre le Burkina Faso, et je voyais que c'était très, très aride. Ah, je me suis dit, wow, le Mali, c'est juste à côté de la Guinée, mais comment ça se fait que c'est pas du même climat? Il semblait qu'il ne pleuvait pas là-bas. J'ai commencé à me sentir, à dire que voilà, je suis plus chez moi. Les animaux, même la construction, c'était pas pareil. Et je voyais des maisons qui étaient faites à la base de la terre. J'ai dit, il y a certaines zones en Guinée, tu fais ça tombe avec la pluie. Ouais, c'était une autre expérience pour moi. Ouais, il y a déjà des grosses différences en peu de temps de voyage en plus. Tu disais justement que tu n'avais pas pris ta carte d'identité. Et il y a un élément fondamental, en tout cas, qui vous surprend, auquel vous vous attendiez pas. C'est justement le contrôle aux frontières entre les pays africains. Parce que tu indiques qu'avant la colonisation, tous ces pays étaient rassemblés en un même empire, l'empire mandingue, et qu'en tant que fils de cet empire, vous êtes donc surpris d'être arrêté. Est-ce que tu veux nous parler de ce second contrôle aux frontières ? Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il a fallu aussi argumenter, sachant que là, tu venais pas du Mali, tu venais de Guinée et tu n'avais pas de papier ? Bien sûr, les documents pouvaient nous aider un peu, mais on n'a pas pris parce que toujours on avait cette crainte de se faire retourner. Parce que comme on était tous des jeunes, quand ils nous voient comme ça, peut-être ils pouvaient nous faire retourner. Déjà, quand on n'a pas de carte, on n'a rien. Et que moi, j'ai parlé déjà le malinké et ils ne vont pas penser que je viens de la Guinée. Ils vont dire que il vient d'une autre région du Mali qui est proche de la Guinée. Ce qui m'avait surpris, c'était de dire qu'on ne peut pas passer la frontière sans payer de l'argent. C'était ça aussi. Et je me suis dit, pourquoi ça? Pourquoi d'autres fils d'Afrique qui viennent dans d'autres pays qui se trouvent en Afrique, qui ne peuvent pas passer la frontière sans payer de l'argent? C'était ça qui m'avait choqué. Là, du coup, ils te laissent passer, mais ils te demandent de l'argent en retour. C'était ça parce que à l'époque, le pays là-bas aussi, il n'y avait pas de stabilité là-bas. Et je pense que maintenant, ça a dû changer. Mais à l'époque, le pays n'allait pas bien et puis il n'y avait pas de stabilité, quoi. Tu indiques en tout cas que c'est une des premières fois que tu vois la corruption, quoi. Tu dois payer sous la table, tu dois donner de l'argent sous la table pour ça. Ensuite avoir ton passe-droit, quoi. C'était ça. Ton laisser-passer. C'était ça. C'est fou. Il y a une autre réalité aussi qui vous frappe, c'est qu'au-delà des contrôles aux frontières, qui paraissent assez normaux, il y en a dans tous les pays, il y a en plus de nombreux barrages, donc d'autres contrôles qui se font. Et quand vous arrivez au Niger, à Niamey, la capitale, vous n'avez plus assez d'argent pour prendre un autre bus et continuer la route. Que se passe-t-il alors ? Quels sont les choix que vous faites ?
Arrivé à Niamey, c'est là-bas, je dirais que l'aventure a commencé, vraiment. Parce que quand tu es dans ces pays comme ça, surtout à Niamey, ils ne parlent pas malinké, ils parlent d'autres langues. Et on disait aussi, c'était trop loin de chez nous. Au Mali, ça allait parce que c'est juste à côté. Au Burkina aussi, ça va mieux. Mais jusqu'au Niger, c'était loin. Et on était bloqué pour l'argent. Déjà, là-bas, ça m'avait beaucoup touché que dans la gare, je voyais beaucoup de jeunes qui dormaient dans la gare. Qui dormaient et puis je les voyais désespérés et fatigués et qui n'avaient pas d'autre espoir et qui étaient là à attendre. Et avec les amis, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle solution on va faire? Et est-ce qu'on appelle les contacts pour pouvoir avoir un tout petit peu de sous et continuer notre voyage? Et voilà, c'est pour cela que déjà c'est très très important de ces voyages. Les groupes, c'est très important le groupe. Une seule personne et une seule idée, tu ne peux pas avancer. Voilà, on a attendu là-bas, je sais pas, une semaine comme ça. Et avec les amis, chacun a appelé ses contacts et puis on a pu avoir un peu d'argent et continuer le chemin. Et tu indiques aussi dans le livre que toi, en parallèle, tu as une compétence qui est la coiffure. Donc tu proposes aussi des services de coiffure dans la rue, c'est ça, aux gens que tu croises? Ouais, là, la coiffure, déjà, j'avais appris ça depuis la Guinée, mais j'aimais pas trop faire. J'aimais pas trop faire, mais j'avais pris quand même quelques matériels sur moi en cas où. Et dans la rue de Niamey, j'ai commencé à coiffer des gens pour pouvoir gagner un peu de sous et puis d'acheter de quoi manger pour moi et les amis aussi. La solidarité. Trop bien. Ouais, que, comme tu dis, c'est intéressant de savoir que sur ces périples-là, le groupe, la solidarité est hyper importante. Ouais. Et donc, une fois que vous avez récolté un petit peu d'argent pour pouvoir poursuivre votre route, ben, la prochaine destination que vous souhaitez rejoindre au Niger, c'est Agadez. C'est une ville qui est située au centre du pays, contrairement à Niamey qui était plus proche de la frontière. Mais entre Niamey et Agadez, ben, c'est tout un périple qui vous attend, qui est marqué par de nombreux contrôles, donc par les barrages dont je faisais mention. Et alors même que à chaque fois, faut payer de l'argent, et puis au bout d'un moment, vous avez juste plus assez d'argent. Comment ça s'est passé? Comment vous avez réussi à passer ces contrôles? Et, de Niamey jusqu'à Agadez, c'est un trajet qui est très très marquant pour moi parce que ça a été très très dur de traverser ces zones. Il y avait à chaque 10 km ou 20 km, il y avait des barrages. Il y avait des barrages, je ne sais pas si c'était des privés ou si c'était pour le gouvernement, mais on voyait des grandes corruptions, quoi. On n'avait pas la chance de franchir des barrages sans donner quelque chose. Avec les amis, on voyait que c'était trop. Il y avait trop de demandes. Tout notre argent, la moitié était déjà partie. Et on s'est dit, ce qu'on va faire, on ne paye rien. On ne paye rien et on va prendre tous les coups. Il y a un moment, moi, il y a une dame qui était dans le bus qui m'a beaucoup aidé. Elle m'a pris comme si j'étais son fils et pour pouvoir me faire passer des barrages. Mais j'avais la peur aussi pour les amis. Et moi, j'étais sauvé comme ça, mais les amis. Et je ne pouvais pas laisser qu'on fait descendre un ami parce qu'il n'a pas payé au barrage et que nous, on part pour le laisser. Je ne pouvais pas faire ça. Du coup, et mon argent, ce n'était pas épargné, même si moi, je ne paye pas. Mais des fois, il y a des amis qui descendaient. Il fallait que je les donne un peu de sous pour pouvoir avancer
avec moi. Ouais, ça a été très, très marquant. Ouais. À votre arrivée à Agadez, tu mentionnes que c'est un peu la cacophonie. Il y a plein de coxeurs qui vous promettent de vous emmener en Europe. Et c'est pas la première fois que vous en rencontrez. Le nom que l'on utilise communément en France, c'est celui de passeur. Des personnes qui, contre rémunération, transportent, hébergent et bien souvent arnaquent, comme tu l'indiques, les personnes qui n'ont pas de moyens légaux pour quitter leur pays, pour reprendre tes mots. Grâce à des contacts que vous avez tissés au Mali, votre groupe d'oiseaux a obtenu le numéro d'un certain Alassane, qui accepte de vous accueillir chez lui, où vit aussi sa mère et plusieurs de ses frères. Et ici, vous allez y rester pendant plusieurs semaines. Est-ce que tu veux nous parler de cette rencontre, de la vie là-bas, et aussi peut-être des apprentissages qui ressortent de cette rencontre-là, parce que j'ai l'impression qu'elle t'a pas mal marqué aussi. Oui, oui, oui. Arrivé à Agadez, ça m'a beaucoup enseigné. Et je voyais des gens, les coxeurs, qui couraient dans tous les sens et de venir vers nous parce on était nouveaux, on venait d'arriver. Ils pensaient qu'on ne connaît rien et puis voilà, ils peuvent nous arnaquer rapidement. Et c'est là-bas, je pensais que même l'Europe était très très près de nous parce qu'il y a des gens qui disaient « Ah maman, je peux t'amener en France », d'autres disent « Je peux t'amener en Allemagne, en Italie ». C'était là-bas, c'était très très important pour le groupe et on s'est assis, on a réfléchi, on dit qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on réagit maintenant ou quoi. Et on a parlé entre nous et on s'est dit il faut pas faire confiance aux gens là parce que là on nous parle, qui peuvent nous donner tout, mais au fond c'est rien quoi. Et puis on entendait aussi des témoignages d'autres jeunes aussi qui disaient qu'ils ont été arnaqués. On a dit c'est quelle solution on va faire et c'était de contacter nos proches qui étaient au Mali et pour qu'ils peuvent nous donner quelques contacts ou quelques informations qu'on peut faire. Et c'est là-bas on a eu le contact des familles d'Alassane, c'est le nom que je mentionne dans le livre. Et on l'a appelé, il est venu nous chercher à la gare et on est parti chez eux. C'est là-bas que je me suis rendu compte de l'humanisme des gens. Et surtout la famille Touareg. Avant, moi, j'entendais souvent les Touaregs, c'est les rebelles. Et j'entendais tous les noms. Il y avait la peur là, à moi. Mais la manière dont on a été accueillis, et j'ai oublié tout ça. C'était pour moi encore comme si tous les jours, on a passé une année à l'école et on passe des classes supérieures. C'était ça, tous les jours, on apprenait des choses, tous les jours. La maman d'Alassane, elle était toute seule et elle élevait tous ses amis. Et elle nous a donné une petite maison en terre parce que Niger, c'est souvent comme ça. Et elle nous a dit, vous êtes comme mes enfants, vous êtes chez vous. Il faut que vous vous sentiez à l'aise ici, jusqu'à le moment que vous allez partir. Et on a partagé plusieurs choses avec ces familles. Et ils nous ont fait la découverte de leur nourriture que je ne connaissais pas du tout, qui est très très différent de chez moi. Et puis on partait aussi et couper les bois pour pouvoir cuisiner. Et on faisait beaucoup de tâches ménagères là-bas. Et ça m'a beaucoup enseigné dans cette famille. Ouais, je crois que tu parles aussi de la culture touareg que tu découvres en même temps qu'une culture peut-être différente de celle que tu as connue aussi en Guinée. Ouais, bien sûr, c'est très très différent. Même avec la maman, elle ne nous comprenait pas parce qu'elle ne parlait pas notre langue. Et nous aussi, on ne comprenait pas la langue touareg. Mais on arrivait à communiquer, à sourire ensemble.
On parlait des fois des langages des signes. Moi, quand j'étais en Guinée, je pense que c'est tout l'Afrique, quoi. Et quand tu pars ailleurs, c'est la même culture, tout. Mais c'est très, très différent, en fait. C'est très, très différent. La dernière nuit à Agadez, vous la passez dans un campo. Est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est un campo? Déjà, pour revenir un peu en arrière, dans la famille d'Alassane, on est parti sans dire au revoir à la maman parce que c'était trop, trop dur pour nous. Et, et on passait de tous les moyens de ne pas être trop dans l'émotion qui va faire qu'on ne peut pas continuer notre voyage. Le dernier jour à Cadez, on est parti dans un campo. Donc le campo, c'est comme en France ce qu'on appelle le campement. C'est un endroit là où on met des réfugiés. Donc moi, le terme de voyage que j'ai fait, on appelle ça le campo. Le campo, c'est un endroit enfermé, là où tous les voyageurs viennent se regrouper et puis faire le départ collectif. Vous passez la nuit dans ce campo et le lendemain, vous vous retrouvez tous entassés sur un pick-up comme du bétail. Environ 25 personnes sont dessus. Et vous essayez de maintenir l'équilibre comme vous pouvez. Tu indiques même qu'à la moindre erreur, au moindre relâchement, il y a un oiseau qui risquait de tomber. Donc vous êtes tous dans des positions hyper inconfortables, douloureuses. Les membres s'engourdissent à chaque fois. Et à la sortie de la ville, dans une zone inhabitée, le pick-up il s'arrête. Et les chauffeurs vous indiquent qu'ils vont aller chercher du carburant et vous laissent là seul dans le désert. Est-ce que vous les croyez? Comment vous voyez les choses à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Quels sont vos ressentis? Déjà, les chefs du campo, c'est les trafiquants d'êtres humains. C'est les gens qui ne considèrent pas l'humanité, quoi. Ils s'en foutaient totalement de nous. Ils veulent seulement leur argent. Et déjà, on était 25 dans le pick-up, dans une situation très, très pas confortable. Et voilà, on s'est retrouvés hors de la ville, comme ça, ils disent, attendez-nous, on va aller chercher du carburant. Mais est-ce que c'était pour aller chercher du carburant? Non, c'était pas acheter du carburant, juste c'est pour esquiver la police qui sort pour aller faire des patrouilles. Donc, et ils vont en ville se renseigner, prendre la position de leur autorité de pouvoir partir. Et nous, on est là, personne n'a confiance. Personne n'a confiance, mais on ne peut rien dire. On ne peut rien dire, on ne peut rien faire. Une fois que tu tombes, tu es dans leurs mains et tu dois rester derrière et si tu ne veux pas mourir. C'est ça. Donc, on accepte de les attendre, de rester là-bas. Ce n'était pas notre choix. C'était par la peur et puis c'était comme ça. Ouais, donc comme vous dites, il n'y a pas le choix. Vous êtes entre les mains de ces personnes et c'est comme ça, faut faire avec. Les pick-up, ils roulent toute la journée, ils s'arrêtent presque jamais, ils filent à pleine vitesse dans le désert. Il n'y a pas de pause toilette. Sur le chemin, il y a le risque de se retrouver face à des embuscades, donc ce que tu évoquais. Et les chauffeurs, ils savent pertinemment que des groupes armés vous suivent pour essayer de récupérer aussi votre argent. En journée, la chaleur est très intense et au contraire, la nuit, il fait très froid. Donc les escales, elles sont très difficiles à vivre aussi. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ces réalités-là? Le désert, c'est un endroit très, très mystérieux. Quand tu passes là-bas, tu te rends compte, quelqu'un qui n'a pas été et ne peut pas décrire. Tellement que c'est vaste, c'est effrayant et c'est beau, c'est tout. C'est notre vie. Et se retrouver là-bas, tu es entre la vie et la mort. Parce que, voilà, moins d'erreurs,
Tu peux mourir par la chaleur ou par le froid. Je n'avais pas imaginé si ça, dans le désert, la nuit, que la température peut baisser comme ça, à ce point. Et la journée aussi, c'était pareil. Ça m'a appris beaucoup de choses dans ma vie. C'est un endroit de méditation aussi. Je pense que la prière que j'ai faite dans le désert, j'ai pas fait en Guinée, j'ai pas fait ici. C'est un endroit là où je pouvais me connecter avec mon esprit et mon corps. C'est pas la force physique qui pouvait me prendre dans le désert. C'était la mentale. Il fallait être en équipe et en bonne santé pour pouvoir traverser le désert. Et c'est un souvenir qui ne pourra jamais effacer dans ma tête. Et tout ce que j'ai vu là-bas, je ne pense pas voir ça encore dans ma vie. Ouais, je ne sais pas comment décrire le désert. Ouais, comme tu dis, en tout cas, c'est des endroits hyper inhospitaliers, quoi, qui sont pas faits pour la vie, peut-être tout court. Enfin, il y a peut-être pas beaucoup d'êtres vivants. Ouais, c'est ça. Et en même temps, ça doit être. Moi, j'ai jamais été dans un désert, mais ça doit être des espaces infinis qui, comme tu le dis, invitent à l'introspection et peut-être à une connexion, je sais pas, à plus grand que toi, à une connexion à. Ouais, je sais pas, à quelque chose de plus grand. Ouais. Est-ce que c'est le premier moment où tu fais une prière pendant ton voyage ou enfin, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce moment justement de prière que tu as dans le désert Et le moment des prières, c'est... En gros, j'avais ressenti la présence de quelque chose. J'ai regardé devant, derrière moi et en haut. Et ce qui est venu dans ma tête d'abord, c'est de dire que toutes ces choses, c'est pas là pour rien. C'est là pour quelque chose. Ils ne se sont pas apparus comme ça. Il y a quelque chose au-delà de tout. Voilà, ça a beaucoup renforcé ma croyance à la nature. Et donc, on revient justement à ces pick-up qui filent à toute vitesse tout au long de la journée. Et la journée, justement, tu indiques aussi que tu aperçois pas seulement des cadavres d'animaux, mais aussi des cadavres d'hommes et de femmes qui, tu le dis, t'obligent à rester fort, à ne pas céder à la fatigue alors qu'elle est éreintante, à continuer à trouver la force de rester accroché malgré des positions horribles, malgré des jambes engourdies. Et donc la réalité effectivement que tu mentionnais de ces traversées du désert, c'est que vous n'êtes rien d'autre que du bétail. Votre vie dépend de ces passeurs armés qui ne vous considèrent autrement que comme des bêtes que l'on peut exploiter, abuser. Des vaches à lait qu'on fouille sans respecter aucune intimité pour soutirer de l'argent. Comment tu vis ces moments d'agression et de violence ? Avec la voiture, tu vas à 100 km à l'heure. Déjà, la conduite était très, très violente. On ne pouvait pas ouvrir les yeux. Et puis, j'étais conscient que là où je me trouvais, je ne pouvais pas faire des marches arrière. Il fallait continuer. Et continuer, il fallait être en bonne santé aussi. La santé, on ne contrôle pas tout. On pouvait tomber malade à tout moment, mais il fallait être en bonne santé et avoir la force à tout moment. Et puis avec les arnaqueurs aussi dans le désert, avec toutes les difficultés qu'on traversait, il pouvait y avoir des gens aussi qui sont là pour nous raqueter, pour nous prendre les sous qu'on avait. Et je me rappelle un jour, on était couché dans un endroit dans le désert et puis on a vu un pick-up qui venait vers nous et puis il y a des hommes armés qui étaient dedans, qui sont venus nous dire de se lever. Ils ont commencé à nous fouiller et de dire de leur donner de l'argent.
Et c'était sûr que si on n'avait rien, ils pouvaient tirer sur les gens. Et qui fait il y a beaucoup de morts dans le désert. Et des fois aussi, il y a des passagers qui sont abandonnés par leurs conducteurs. Ils finissent par mourir parce il y a pas un endroit là où tu peux aller et chercher de l'eau pour boire. Et il n'y a pas un endroit là où tu peux aller et acheter la nourriture. Quand tu es abandonné comme ça pendant des jours, tu n'as pas de sens de survie. Donc, c'est le côté dangereux. Et donc, ouais, t'indiques aussi que lors de ces fouilles, les personnes, elles s'en foutent et elles respectent pas du tout votre intimité non plus. Elles fouillent de partout pour retirer cet argent, c'est ça? Oui, c'est ça. Ce qu'ils cherchent, c'est l'argent. Ils s'en foutent de qui on est. Je peux dire, il y a certains aussi qui étaient en complicité avec les passeurs, les conducteurs. Parce que je me rappelle, il y a un moment, notre conducteur nous ont laissé quelque part et puis partir pendant 2 heures sans venir. Et puis en partant aussi, il part avec les jeunes filles qui étaient avec nous. Donc c'est là-bas aussi, il y a beaucoup de jeunes filles qui ont été violées. Voilà, qui est assez traumatisant. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est que les hommes subissent déjà beaucoup de violence, mais les femmes en subissent encore plus. Ouais, c'est plus pour les femmes. Mm. Et c'est ça qui est évidemment tragique, qu'il est à l'échelle du monde. C'est ces menaces aussi qui pèsent encore plus sur les femmes, même lors de ces parcours d'exil, et c'est important, je pense aussi, d'en parler et de le dire. Il m'a manqué de mots pour le dire sur le moment présent, mais je voudrais rappeler à quel point c'est profondément révoltant et c'est tellement condamnable comme toutes les horreurs et violences qui sont perpétrées durant ces parcours d'exil. Pour revenir à quelque chose de peut-être d'un peu plus joyeux et aussi pour parler un petit peu d'humanité justement, donc il y a 4 pick-up et cela au final fait un groupe d'une centaine de personnes de différentes nationalités avec des langues et des cultures différentes. Donc ces cultures différentes aussi, elles s'expriment. Est-ce que tu veux nous parler un peu des rencontres que tu as faites à ce moment-là, du quotidien qui est vécu ensemble? Est-ce que malgré les conditions de vie inhumaines et horribles, malgré les souffrances intenses, arrivent à se maintenir certains espoirs aussi grâce à ces moments de vie que vous vivez ensemble, cette solidarité peut-être aussi? Oui, il y avait des bons moments, même si on galérait, il y avait des difficultés. Et il y avait des bons moments des fois. Et je me rappelle, c'était la première fois que je rencontre des Nigériens qui parlaient l'anglais et que moi, je ne comprenais pas du tout l'anglais. Et on arrivait à communiquer, à chanter ensemble et à partager la nourriture. Et ils avaient quelque sorte de nourriture que nous, on ne connaissait pas du tout. Ils nous faisaient la découverte de ça. Et puis, voilà, avec les amis aussi, c'était le temps de pause, là, c'était le moment de se relaxer et de faire des petits, même si on était fatigué par le trajet de voiture, mais on courait un peu, on faisait des petites ambiances comme ça, d'oublier un peu ce qui s'est passé. C'était enrichissant aussi, et des fois, on n'avait pas de téléphone. Il y a certaines personnes qui avaient des téléphones, mais nous, moi, dans mon groupe, on n'avait pas de téléphone. Mais on prenait des numéros des gens, mais voilà. On savait que ça ne va pas marcher parce qu'on partait dans d'autres pays. Et voilà. Et j'ai fait des très, très bonnes rencontres dans le désert. Et il y a des gens que j'ai rencontrés dans le désert et je suis en contact encore avec eux.
Wow, génial ça. Et alors que vous n'avez plus la force même de parler, vous parvenez finalement à la frontière libyenne, un pays en guerre. Et donc là, il y a une vraie différence aussi avec les autres pays du fait de cette situation-là, géopolitique. Et là, on vous vole vos portables et les contrôles que vous subissez sont d'une extrême violence. La frontière de Libye m'a beaucoup marqué. Déjà, quand on est arrivé, ça sentait de brûlir partout. Il y avait des traces de balles sur les maisons. Et on a vu des immenses tombes des gens qui sont morts dans la guerre. Et je pense qu'il y a il y a des jeunes voyageurs aussi, et certains qui ont été enterrés là-bas. Et ça m'a beaucoup marqué. Et puis, par la paire, moi, je me suis dit, bah, si j'ai le téléphone, je ne vais pas donner aux gens là, je vais jeter tout. Et je préférerais que jeter toutes mes affaires avant qu'ils me prennent, parce que quand il y a un écouteur ou bien un chargeur, même si tu n'as pas de téléphone, bah, tu risques de mourir à cause de ça. Voilà, pour passer ces frontières, on a subi des très très grandes violences, et j'ai des amis qui ont été très très violentés dans cet endroit, qui est assez marquant pour moi, que je vais pas oublier ça. Ouais, c'était la violence extrême, quoi, sur les hommes, surtout les femmes qui prenaient encore plus cher. Est-ce que tu veux nous parler de la suite de ce périple en Libye, la complexité de ce pays et des réalités auxquelles vous faites face justement dans ce pays? Déjà, j'étais très très bouleversé de là-bas, et puis j'étais très très ému, parce que quand je vis le pays détruit, en voyant l'image directement, je rends compte que c'était un beau pays qui était bien construit et tout. Et quand je vis les traces des balles partout, ça me faisait très très mal au cœur. Et je me suis dit, oh là, tout ce qu'on entendait dans les médias, c'était pas vrai, quoi. Et je me sentis que c'était pas vrai. On voyait les animaux qui mouraient dans les rues, qui avaient faim. Et on entendait les bruits de tirs, des balles en pleine journée. Au début, ça me faisait très très peur. Mais quand j'ai passé quelques jours, ça ne me faisait pas peur, parce que voilà, on avait commencé à prendre l'habitude d'entendre tout ça. C'était rempli de trafiquants, d'hommes. Il y avait tout genre de trafic dans le pays. Il n'y a pas de chef, tout. Et quand les voitures nous prenaient de ville en ville, le conducteur, tu ne peux pas quitter là où tu es et rentrer dans d'autres villes. Il nous prenait, il nous laissait entre deux villes et l'autre qui venait nous récupérer, et puis partait de l'autre côté. Personne ne se connaissait. On était comme si c'était les drogues, en fait. Il n'y a personne qui se connaît. Il faut prendre de ces points et tu mets dans l'autre côté, tu prends de l'autre côté, tu mets dans l'autre côté. Et malgré tout ça, on était dans les pick-up aussi. Et il y a d'autres personnes aussi qui peuvent venir et enlever les gens et aller les mettre en prison pour qu'il appelle sa famille pour payer le prison pour qu'ils puissent sortir. Il y a d'autres qui vivent dans ça. Ouais, j'avais déjà entendu parler un peu de ces réalités en Libye, des gens qui sont torturés et à qui on réclame l'argent de la famille. Oui, c'est ça. Et donc, vous passez de voiture en voiture, vous passez par des villes comme Seba, Beni Ulid, puis finalement Sabrata. Oui. Sabrata, c'est une ville côtière, et là-bas, vous vous retrouvez dans un campo.
une fois de plus. Sauf que la différence, cette fois-ci, c'est que vous allez y rester pendant très longtemps dans ce campo. Oui. Et vous attendez en fait qu'on vous appelle pour pouvoir traverser la Méditerranée. Est-ce que tu peux nous dire comment se passe la vie dans ce campo pendant plusieurs mois? Quel est votre quotidien? Déjà, le campo en Libye, c'est notre monde. C'est notre vie. Et c'est une école, c'est tout. Et je me rappelle quand notre pick-up est venu se garer à la porte et le conducteur a tapé, ils ont ouvert et on est rentré à l'intérieur. On avait peur, moi et mes amis, on avait tous peur. Le monde qu'on a vu à l'intérieur, et c'est ressemblait à une prison, à un truc de science-fiction. Tu vois des gens désespérés, les gens malades. Et tu vois, on voit tout à l'intérieur. Quand on est descendu dans le pick-up et avec les amis, on a commencé à s'interroger. On a dit, mais ici c'est où? Qu'est-ce qui va nous arriver ici? Et on a peur et il y avait des gens qui marchaient avec des armes à l'intérieur. Il y a 2 personnes qui sont venues vers nous. Elle a dit, bah, venez, on est venus. Puis ils nous ont donné des bâches comme ça, les bâches avec des bois. Ils nous ont montré un petit espace là où on devrait construire notre cabane pour pouvoir dormir. Parce qu'à l'intérieur, tout le monde dormait dans les petites cabanes comme ça. Et voilà. Et quand on était en train de construire ça, c'était la première fois que moi j'entends le mot inside en anglais, de rentrer. Et après, là où on était en train de construire, il y avait un jeune à côté, on a demandé, mais c'est quoi ça? Et ils nous ont dit que c'est l'anglais, cela veut dire que rentrer. J'ai dit, mais pourquoi rentrer? Qu'ici c'est comme ça, comme des prisons. Et il y a des heures qu'on doit rentrer dormir, il y a des heures aussi qu'on doit sortir. On a dit, waouh, ici aussi, je ne sais pas si on va sortir vivant, quoi, parce que la manière dont on voyait l'ambiance, et ce n'était pas un endroit là où on pouvait vivre paisible. Voilà, la nuit, on voyait les coxers, les chefs de campo, ils venaient, ils prenaient des jeunes filles dans leur cabane et puis les faire rentrer dans... Il y avait une grande construction dans la cour, un grand bâtiment comme ça, ils faisaient rentrer des jeunes filles là-bas et il y avait tous des violences sexuelles à l'intérieur et puis personne ne peut faire quelque chose parce que c'est une prison en fait. Une fois que tu rentres dans ces campos pour sortir, soit tu pars et tu fais le voyage en Italie ou t'es mort, quoi. Mais il n'y a pas d'autre position, il n'y a pas d'autre solution pour sortir à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Et si tu t'opposes, en fait, tu risques la mort, quoi. Oui, c'est ça. Donc, vous passez plusieurs mois dans ce campo. Au début, vous imaginez pas passer autant de temps Non. dans ce campo. Et donc, forcément, vous perdez espoir à certains moments. Et tu dis justement que la chose qui vous fait tenir, c'est que quand il y a une personne qui perd espoir, il y en a une autre qui est là pour lui remonter le moral, pour lui dire de tenir et que ça va le faire. Oui, parce que le jour qu'on est venu, on pensait que le lendemain, on allait partir. Mais on a vu que ça dure. Et que chacun à son tour perd la patience. Mais c'était ça notre force. Le fait qu'on était soudés, on était comme une famille. On était obligé de faire comme ça. Sinon, on n'allait pas atteindre notre objectif. Et la nuit, dans notre tente, on chante, on parle entre nous. Et puis, on se raconte des histoires et on se donne la force pour que personne ne tombe, quoi. Et il fallait être tout le temps debout pour pouvoir avancer. Et du coup, à quel moment vous avez l'opportunité de sortir du campo
Et comment ça se passe? Comment ça se déroule? On était couchés la nuit comme ça. Après, on a eu l'appel là, des chefs de campo qui disent qu'il va y avoir des convois la nuit, de préparer des listes. Celui qui était notre représentant dans ce campo avait fait la liste sans mettre nos noms dedans. Et puis, voilà, et il a fait la liste, il a fait venir, il a donné à quelqu'un dans le campo qui était lui aussi son représentant, qui nous a informé que il y a des convois, mais il n'y a pas votre nom dedans. Et qu'est-ce qu'on va faire? Pourtant, ça fait très longtemps que vous êtes là et la souffrance, tout. On a dit, il faut faire quelque chose pour nous, quoi, parce qu'on ne peut plus rester ici. Et il a dit, ce que je vais faire, je vais modifier la liste et mettre votre nom, vous tous, dedans. Mais le risque est que si on vous arrête, et ils vont vous tuer tous. On était d'accord. On a dit ouais, parce que on avait tellement souffert que même si tu dis qu'on va mourir, ça ne nous dit rien, quoi. On attendait le moment. Et on était d'accord. Et puis, on nous a embarqués dans un frigonnette et on est parti vers la mer. Arrivé là-bas, les gens étaient assis l'un derrière l'autre. Il y avait des calmes. On entendait que la vague, il faisait sombre et on ne voyait même pas l'eau. Et vers 5 heures, 6 heures, on a commencé à voir la mer. Et c'est là-bas on a commencé à flipper parce que le courant, c'était très, très fort. Et il y a quelques personnes qui étaient en train d'installer le Zodiac. Le Zodiac, c'est le bateau en plastique là, que les gens ils voyagent dedans. Et quand ils ont fini d'installer le Zodiac, ils ont mis de l'air dedans. Et puis, ils ont fait la liste. Ils ont commencé à appeler les gens. Dès que c'était rempli, on a fait le départ. Même si, là encore, le risque, il est immense en raison de ce que vous appelez les Asthma Boys. Est-ce que tu peux nous dire qui sont ces Asthma Boys? C'est les groupes de jeunes libyens qui sont dans la mer, qui attrapent les voyageurs, les jeunes qui veulent traverser, et ils les attrapent et les mettent en prison. C'est les groupes de bandits en fait. Avant le lever du soleil, vous embarquez à bord du Zodiac. Et un des oiseaux à peine formé à la navigation sera le capitaine. C'est ce que tu indiques aussi dans le livre. Et comme sur les pick-up, vous êtes tous entassés. Et le moindre mauvais mouvement peut vous faire tomber à l'eau et vous coûter la vie. Et donc le Zodiac s'élance. Vous êtes partis. Est-ce que tu peux nous conter la suite de cette traversée de la Méditerranée? Quand le Zodiac s'est lancé, on voit que le capitaine, celui qui nous conduisait, n'avait pas d'expérience. Des fois, il prenait beaucoup de vitesse. Tout le monde crie et diminue un peu, diminue. C'était comme si c'est tout le monde qui conduisait en même temps, mais une seule personne qui était à la commande. C'était un voyage à l'aveugle et on n'avait pas de GPS. On nous a juste dit il faut suivre l'étoile qui est devant vous. Et voilà, arrivé à un endroit, on avait l'impression qu'il y avait une grande montagne devant nous. Et on montait, et puis et en traversant ces zones, et directement on est arrivé dans la mer, là où l'eau était tout bleue, qu'on appelle les zones internationales. On est resté comme ça plusieurs heures dans l'eau et les gens étaient fatigués, épuisés. Il y a le contact de l'essence et de l'eau salée qui brûlait certaines personnes, qui arrachaient la peau. Et moi et d'autres amis, on était assis juste sur le bord. Et moins de balancement, tu glisses, tu tombes, on tombait dans l'eau, quoi. Au bout d'un moment, on a vu
drone qui survolait en dessus de nous. On a regardé, après il est parti. Au retour, on a vu deux petits bateaux qui venaient vers nous, qui nous disaient ne bouge pas, restez tranquille, on va vous sauver. Et au bout de 5 minutes comme ça, on a vu un gros bateau qui venait vers nous, mais qui ne s'est pas trop approché de nous pour éviter qu'on prenne la vague et puis ça crée de l'accident. On nous a pris 5, c'est pas des petits groupes comme ça, jusqu'à on a été tous mis dans le gros bateau. C'est là-bas, on s'est senti sauvés. Là, c'est la première fois où vraiment vous sentez que vous êtes sauvés. Ouais, c'était la première fois qu'on s'est senti qu'on a été sauvés parce que, voilà, de venir un peu en arrière, à chaque fois on voyait un petit bateau de loin, on pensait que c'était les Asma Boys qui venaient vers nous et on avait la peur aussi des gros poissons qui pouvaient nous créer des accidents. Et puis la troisième peur aussi, c'était que les gens ils se battent pas dans le Zodiac parce que voilà, c'est quand les ailes sont serrées et puis ça crée des tensions aussi. Mais on a été sauvés de tout ça. Et du coup, les personnes qui vous sauvent, c'est des associations? Est-ce que c'est... J'avais entendu parler par exemple de SOS Méditerranée. Qui sont les personnes qui vous sauvent? Oui, c'est des associations, mais à l'époque, moi, je connaissais pas cette association. Je savais même pas si c'est qui sauvait les gens, si c'était des associations. C'est arrivé en Italie que j'ai su tous les noms des associations qui sauvent les gens. Et donc vous débarquez en Sicile. Oui. Et toi, du coup, t'es accueilli en Sicile dans un centre pendant quelque temps, c'est ça? Ouais, j'étais dans un hôtel pendant quelques temps. Et c'est là où, avec tes amis, vous êtes séparés pour la première fois. Toutes les personnes, tout ce groupe de personnes avec qui tu as fait ce voyage pendant des mois. Et il y a une séparation administrative qui s'opère les personnes qui sont mises dans différents endroits, dans différentes villes en Italie, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que quand on est arrivé directement et puis on s'est mis ensemble, on a dit, bah, on va dire que et on veut aller tous dans la même ville et qu'on ait des familles et on veut rester ensemble. Mais après, on a été surpris de voir des numéros, de dire que chacun doit prendre des numéros. Après, en fonction de ces numéros, ils vont nous appeler et le moment des appels pour nous partager, voilà, pour nous envoyer dans les différentes villes. Et on a vu qu'on on était tous séparés. Ouais, c'était un moment qui était très très dur pour nous, cette séparation. Et donc, à un moment donné, tu décides de partir pour la France plutôt que de rester en Italie. Qu'est-ce qui motive ce choix de venir en France, de partir pour la France? Voilà, quand j'étais en Italie là-bas à Sicilia, c'est là où je vivais, c'était dans la campagne, très très loin. Il n'y avait rien autour. Je ne pouvais rien faire. Et que moi, mon idée, c'était de faire des formations, de me sentir libre, de faire tout ce que je voulais faire. Donc, je me suis dit, bah, comme je parle déjà le français, et ça serait mieux pour moi de partir vers la France. Et je pense que je pouvais avoir ma chance ici. C'est pour cela que j'ai choisi la France pour venir. Et donc, à ce moment-là, est-ce que tu as un titre de séjour quand tu arrives en Italie ou tu es toujours dans la situation d'être un sans-papier, donc forcément, pour traverser la frontière française, il faut passer de manière illégale, c'est ça? En Italie, j'avais pas un document italien. J'ai pas fait de démarches.
Et quand j'ai décidé de partir, je suis parti comme ça, donc sans rien. Et je suis venu à la frontière française, donc il fallait faire tout prix de passer comme ça. Pour passer, ça n'a pas été facile parce que je suis rentré en France plusieurs fois, on me faisait retourner jusqu'à le moment que j'ai réussi à passer à la frontière. Ouais, du coup, il y a des contrôles à la frontière, il faut essayer de passer sans se faire voir. Comment... Oui, oui, il y a des contrôles, il y a des patrouilles, des nuits comme jour. Donc, il y a une grande flotte des patrouilles. Surtout la nuit, on vous court derrière. Donc, il y a dans les falaises, tout. On vient d'arriver, on ne sait pas s'il y a tous ces obstacles là-bas. Donc, j'ai entendu qu'il y a eu beaucoup de morts dans cette zone vers Briançon, là où j'ai tenté de passer. Mais malgré les efforts que j'ai faits pour pouvoir rentrer en France, j'ai pas pu. Donc, je me suis retourné encore pour aller à 20 000. C'est là-bas maintenant, dans le train, j'ai réussi à passer. Et donc, tu arrives après vers Nice, c'est ça, en France? Ouais. Est-ce que tu y restes longtemps là-bas? Quand je suis arrivé à Nice, j'ai fait 2 semaines, 2 semaines à Nice et j'ai dormi dehors. J'ai dormi dehors au mois de novembre, il faisait très très froid et quand j'ai vu que ça va pas, parce que j'étais très très pressé de faire une formation, soit de faire quelque chose qui a fait que j'ai dit que c'est impossible de rester là-bas, de dormir dehors, tout. C'est pour cela que j'ai décidé de prendre un bus et venir au Marseille. Et est-ce qu'à Marseille, du coup, tu trouves l'opportunité de faire une formation ou quelque chose? À Marseille aussi, j'ai fait que 2 jours à la gare. J'ai dormi à la gare de Marseille là-bas et puis j'ai retrouvé plein d'autres jeunes oiseaux comme moi. Et puis, on parlait les mêmes langues, tout. Et là-bas, on a fait le voyage ensemble pour venir à Lyon. Arrivé à Lyon, et les contrôleurs nous ont attrapés et tout. Voilà, on est descendu dans la gare là-bas, à la Part-Dieu. Et donc, tu arrives à la gare de Lyon-Part-Dieu. Enfin, pour revenir un peu sur ça, pourquoi vous décidez justement de partir de Marseille, de ne pas rester à Marseille et de venir sur Lyon? J'étais déjà séparé de mes amis qu'on a fait le désert ensemble. Et donc, j'ai trouvé d'autres amis à Marseille. Donc, qui étaient en projet déjà de venir à Lyon. Et je les ai un peu suivis, quoi, de dire que voilà, c'est. Et parce que je voulais pas, déjà en premier, je voulais pas me sentir seul. Et c'était une époque qu'il fallait pas du tout rester seul, quoi. Il faut rester toujours avec les gens. Et donc, j'étais très, très content de rencontrer d'autres jeunes Guinéens aussi qui étaient en projet de venir vers Lyon. Il y a une dame qu'on a vue à la gare là-bas qui nous ont pris des billets. Et arrivé à Lyon, c'était une grande chance pour nous parce que on a trouvé que c'était l'ouverture de l'amphicé à l'époque. Les étudiants avaient bloqué la fac à Bron. Donc moi, je suis arrivé à l'époque le même jour qui a fait que j'ai été hébergé là-bas. Et à la suite justement de ce premier hébergement dans l'amphicé, comment ça se passe? Quel est ton quotidien? Comment se passent les premières semaines en France? À Lyon, pardon. C'était très très bien passé. C'est là-bas directement j'ai commencé à me sentir très très bien déjà et je comprenais tous les gens qui parlaient autour de moi. Je comprenais ce qu'ils disaient parce que c'était en français. Et tout de suite, j'ai commencé d'avoir des liens avec certains étudiants français.
et qui m'a ouvert les portes avec les rencontres que j'ai fait là-bas. Et je me suis senti tout de suite bien entouré. Et puis, dès là-bas, j'ai commencé mes démarches administratives directes, quoi. Donc, ça a été très, très bien passé. Je me suis senti très bien accueilli. Ouais, tu as été entouré et est-ce que tu as pu être aidé aussi justement dans ces démarches administratives qui sont un vrai parcours du combattant? Oui, j'ai été aidé parce que, voilà, en Guinée, je connaissais pas du tout ça et qu'ici, sans l'aide de certains amis, je savais même pas c'est quoi le chemin de la préfecture, quelle adresse il faut aller, le secours populaire pour aller manger là-bas et ça m'a beaucoup aidé. De savoir vers quelles associations aussi aller, comme tu dis, pour pouvoir être nourri aussi, pour pouvoir avoir de l'aide sur plein de choses, rien que, enfin, pour trouver des cours de français par exemple, enfin, Oui, c'est ça, parce que avec la secours catholique à l'époque, donc c'est là-bas il fallait aller pour apprendre des cours de français et puis de faire des textes, des positionnements pour commencer des formations. Donc ça allait très très vite, quoi. Ça allait très très vite parce que quand j'ai arrivé ici en 2017, et novembre. Donc, j'ai commencé le cours en 2018. Donc, ça a été très vite. t'indiques aussi dans le livre, quand tu arrives sur Lyon, que tu as l'intuition que ça y est, c'est la ville dans laquelle tu vas t'établir. Et c'est assez touchant dans le livre parce que tu dis à ce moment-là que ça y est, t'es plus un oiseau. Tu quittes un peu ces ailes-là et tu t'établis dans une ville enfin après tout ce temps-là en parcours d'exil. Qu'est-ce que tu retiens un peu de ce parcours en quelques mots? Tous les parcours que j'ai fait, ce que je retiens déjà, c'est qu'il m'a enseigné la vie. C'était une école pour moi. Parce que au cours de ce parcours, si j'ai fait ça à l'école, je ne pouvais pas avoir tous ces savoirs. Ça m'a aidé quoi, dans ma vie, quoi. Ça m'a aidé, ça m'aide et puis ça continue encore de m'aider. Est-ce que tu as réussi à garder des liens justement avec les personnes qui ont fait cette grande traversée avec toi? Ouais, pas tous, parce que il y a des gens qui je m'entendais très très bien pendant le passage, qu'on a gardé le lien et d'autres non. Parce que pendant la traversée, même si des fois il y avait des embrouilles parce que ça c'est humain, mais on était obligé de rester ensemble quoi, jusqu'au bout. Et arrivé ici, on choisit aussi des qui on s'entend très bien, qu'on peut faire des choses ensemble et on reste avec les personnes là. Et est-ce que tu as pu contacter assez rapidement ta famille, tes amis de Guinée et leur dire ça y est, je suis arrivé en France? Ouais. Et dès que je suis arrivé en Italie, j'ai appelé ma famille déjà pour leur dire que je suis arrivé en Italie et j'étais très très content parce que durant tous les voyages, ils n'avaient pas mes nouvelles. Donc, et je me rappelle la sœur de ma mère, elle ne croyait pas. Elle ne croyait pas. Elle m'a dit non, non, mais c'est pas toi. On a entendu que tu es mort. Il faut que tu mettes la vidéo. Je vais voir ta tête si c'est toi. Donc, je l'ai appelé à l'appel vidéo. Elle m'a vu. Elle a dit ouais, c'est toi. Ouais. Wow, ça a dû être des moments complètement fous. Ouais, c'était le moment totalement fou, quoi. Ouais.
Pendant les premiers mois à Lyon, ton objectif, c'est de pouvoir faire une formation. D'abord, tu obtiens, grâce à l'aide d'un avocat, un contrat jeune majeur qui te donne le droit d'accéder à un logement. Le processus dure des mois, c'est compliqué, ton dossier fait des allers et retours avec le tribunal. Tu te fais aider, comme on l'a dit, par des amis, mais aussi par des associations. On va pas parler en détail de toutes les procédures administratives, mais c'est important de rappeler que pour obtenir ou pour faire renouveler un titre de séjour en France, c'est très compliqué, c'est un vrai parcours du combattant. Tu as ensuite postulé pour faire une formation de mécanicien, mais il n'y avait plus de place dans cette branche. Et alors, on te propose de faire de la chaudronnerie industrielle et tu te formes à la chaudronnerie grâce à un CAP. En parallèle, tu suis des cours de français pour apprendre à maîtriser mieux la langue, notamment à l'écrit. Et donc ensuite, dans un premier temps, tu exerces ce métier de chaudronnier. Combien de temps tu exerces ce métier ? Et en premier temps, j'ai fait 2 ans de CAP en tant que chaudronnier soudeur. Et quand j'ai obtenu mon premier diplôme, et puis je suis allé faire encore 2 ans en tant que technicien en chaudronnerie industrielle. Donc en tout, ça m'a pris 4 ans. Ok, c'était un métier qui te plaisait ? Ouais. Ça me plaît beaucoup et puis c'est manuel, donc j'aime bien tout ce qui est manuel. Pour revenir justement à la pratique de la langue française que j'évoquais, il y a quelque chose qu'on ne perçoit pas forcément quand on a appris à écrire, à lire et à parler le français à l'école. Et tu m'en parlais l'autre fois quand on s'était vu. C'est la difficulté à apprendre une autre langue écrite lorsqu'on pratique une langue uniquement à l'oral. Donc forcément, il y a toute une base manquante qui crée de grandes difficultés à apprendre une autre langue écrite. Et en Guinée, tu m'indiquais que justement à l'école, on vous a imposé d'apprendre le français. Ouais. Et on vous a refusé d'apprendre à écrire les langues que vous parliez au quotidien à la maison, notamment le malinké, mais tu parlais aussi du soussou. Donc déjà, ça, c'est une violence coloniale sans nom, enfin un héritage qui est issu aussi de la colonisation. Et aujourd'hui, tu as pris une double revanche sur ce système colonial. C'est que tu as réussi à bien t'intégrer en France en maîtrisant la langue française à l'écrit et à l'oral, mais aussi tu t'intéresses à l'écriture NCO et tu soutiens les militants qui promeuvent son enseignement. Le NCO, il a été conçu par un Guinéen, Solomana Kanté, et il permet justement de transcrire notamment les langues mandingues, dont fait partie le malinké, de l'oral à l'écrit, grâce à un alphabet spécifique. Et le NCO, il permet justement aux locuteurs et aux locutrices de ces langues d'étudier sans avoir à passer par les langues coloniales que peuvent être le français ou l'anglais notamment, et que ça permet justement à ces personnes qui n'ont pas pu étudier dans leur langue maternelle, comme ça a été le cas aussi pour toi, de pouvoir le faire. Pourquoi c'est important pour toi ? Ouais, et je vois que quand j'étais à l'école en Guinée, déjà le premier jour, c'était un grand choc pour moi de dire qu'il faut parler le français et écrire sans parler la langue malinké ou soussou. Déjà, je pouvais passer toute la journée sans parler parce que tu peux pas dire directement à quelqu'un, bon, c'est magique, il faut parler le français dès aujourd'hui. Et que c'est pas la langue là que je parle ça à la maison. Et c'était assez violent parce que même les profs qui nous donnaient des cours, eux aussi, ils ne comprennent pas parce qu'ils nous frappaient de dire qu'il faut apprendre, sans se poser des questions, quoi, de dire quelle méthode on va faire pour les enfants pour qu'ils apprennent, ou bien c'est quoi leurs difficultés en fait. Si tu n'arrives pas à parler le français, en gros, on te traite comme si tu connais rien, ou bien tu es bête, tu comprends pas les choses. Et que c'est pas ça. Tu as fait déjà qu'il y a beaucoup de gens qui abandonnent l'école depuis bas âge parce qu'ils subissent toutes les humiliations comme ça. Et c'est quand je suis arrivé en France, je me suis rendu compte de ça. Même si il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui parlent pas bien le français, mais ils sont très, très intelligents.
Mais avec les barrières de la langue, ils sont très très limités en parlant avec quelqu'un. Donc la personne qui est en face, si c'est pas quelqu'un qui a beaucoup voyagé, tout, il va pas comprendre cette barrière de la langue. Et que peut-être la personne qui est devant lui, ça peut être une personne qui est très très intéressante de ce qu'ils disent. Pour ça, j'ai réfléchi, je dis, pour parler d'autres langues, il faut maîtriser ta langue d'abord. Si tu ne maîtrises pas ta langue, tu ne peux pas bien maîtriser d'autres langues. Pour ça, j'ai acheté le livre d'Enko. J'ai commencé à lire parce que j'ai acheté la version française et l'Enko, donc pour pouvoir, comme je parle le français, pour pouvoir m'enseigner moi-même. Et quand j'ai maîtrisé l'alphabet, j'ai commencé à lire petit à petit. Maintenant, je lis bien et puis j'écris cette langue. Et qui fait que si je vois d'autres langues, un mot en français que je ne connais pas, j'essaie déjà de traduire ça dans ma langue. Une fois que je traduis dans ma langue, et là, je sais déjà c'est quoi. Et ces mots, je vais jamais oublier, même s'il est en français, parce que je connais déjà dans ma langue. Et qui fait que et dans l'éducation guinéenne, les gens, je vois que les gens ils font des gros efforts pour rien. Tu peux commencer l'école jusqu'à 6e année sans maîtriser l'alphabet et que moi j'ai maîtrisé l'alphabet 2 jours. Donc c'est pour cela que c'est très très important d'apprendre à lire et à écrire dans sa langue. Et est-ce qu'aujourd'hui le Nko il est enseigné à l'école en Guinée? C'est pas commencé dans toutes les écoles encore, mais c'est enseigné dans les universités et dans certaines écoles primaires d'Enko. Parce que maintenant, ils ont construit certaines écoles qui enseignent l'Onko. La Guinée et le Mali aussi. Est-ce que l'apprentissage de ce système d'écriture, c'est un moyen pour toi aussi de maintenir des liens avec ta culture, avec ta langue, tes langues maternelles? Oui, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai constaté que j'avais commencé à perdre certains mots. Et dans ma tête, je pense que j'oublie rien. Mais quand je commence à parler avec quelqu'un qui maîtrise bien le malinké, je sentais que voilà, j'ai commencé à perdre dedans. Et puis, des fois aussi, j'écrivais le malinké à travers des lettres françaises. Et je me suis rendu compte que ça ne peut pas écrire tous les mots. Les lettres françaises, ça ne peut pas écrire tous les mots en malinké. Il y a des sons qui n'existent pas en français. Quand tu étais en Guinée et que vous vouliez écrire quelque chose pour d'autres personnes, comment ça se faisait? Fallait écrire en français, du coup on pouvait pas écrire en malinké? Il faut écrire en français parce que maintenant il y a des jeunes qui commencent à s'intéresser, mais avant, même si tu écrivais encore, personne n'allait comprendre parce que les gens ils s'intéressent pas trop. Et moi non plus, je savais pas écrire l'onco, donc il fallait écrire en français. Ouais, c'est là où on voit la puissance de la répression coloniale. Ouais, c'est ça. C'est hallucinant. De se dire qu'au final, tu es maintenant capable d'écrire dans tes langues maternelles après avoir dû maîtriser parfaitement la langue et l'écrit français, c'est quand même complètement dingue. En parlant de colonialisme, le voyage dont on a pris le temps de parler ensemble, donc c'est un parcours migratoire. Et c'est évidemment un voyage radicalement différent des voyages de loisirs. Ça me semble important aujourd'hui de politiser le voyage aujourd'hui, parce que nous, personnes occidentales, on a tendance à pas le faire, on a tendance à l'oublier aussi, que nos droits à la mobilité, nos privilèges immenses, sont le fruit de cette histoire coloniale, sont le fruit d'abus, d'exploitation, de conquêtes, de domination de toute forme. Et ces dominations, elles se maintiennent aujourd'hui via des injustices et des inégalités fortes qui se cristallisent notamment au travers du passeport. Tu le disais au début, l'impossibilité pour un Guinéen ou une Guinéenne d'avoir un visa pour la France, par exemple,
alors qu'il est relativement simple pour une personne française d'aller en Afrique, d'obtenir ces visas-là. Et c'est beaucoup plus compliqué pour une personne africaine de venir en France. Quel regard tu portes aujourd'hui sur ces injustices, sur ces différences de droit à la mobilité et de droit au voyage? Je pense que normalement, pour se déplacer, ça ne doit pas être un problème pour toute personne qui vit sur Terre. Voilà, et cette injustice, ça doit être dénoncé. Le droit à la circulation, le droit à partir là où tu veux, le droit de se sentir libre doit être égal à tout le monde. Ça ne doit pas être que d'un côté. Donc moi, je pense que et dénoncer cette injustice doit être normal. Ouais, ça, je suis totalement d'accord avec toi, je te rejoins complètement. Je pense que il faut vraiment abolir ces privilèges. Je sais pas si j'ai des solutions là tout de suite parce que forcément c'est des questions de décision à l'international, c'est des questions de décision qui sont prises à l'échelle des États, à l'échelle de l'Europe, etc. Mais en tout cas, effectivement, je pense que ce qu'on peut faire, c'est militer aussi pour ces droits à la mobilité de toutes et tous. Et ça permet aussi de relativiser le fait que il y a beaucoup de personnes qui ont peur de l'immigration, qui ont peur des personnes sans papier et tout, mais qui juste se rendent pas compte de ces injustices-là, ou alors en ont conscience, mais juste elles se disent ben c'est leur problème. Et ça, je trouve ça assez problématique. En tout cas, ça nous amène aussi, nous, à l'échelle individuelle, de dire ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on peut déjà militer, voter pour les bonnes personnes, ce genre de choses. Mais quand on pense aussi à l'échelle du voyage, on peut aussi parler de l'accueil, parce que savoir accueillir, c'est l'autre visage du voyage dont on parle trop peu. On voit tous les jours des personnes qui sont nées en France partir à l'autre bout du monde en demande d'accueil partout où elles se déplacent, un peu comme si cet accueil qui est démocratisé et massifié était un dû. Mais la question qu'on doit se poser, c'est aussi est-ce qu'on est en mesure, nous, de bien accueillir en tant que personne, mais aussi en tant que société. Non pas seulement les touristes, parce que forcément il y a toujours des enjeux économiques derrière, etc. Mais juste toutes les personnes qui arrivent sur notre territoire. On sait qu'avec les enjeux climatiques, avec les guerres, etc., il y aura de plus en plus de personnes qui vont venir toquer à notre porte. Est-ce qu'on est en mesure de réparer ces injustices et d'accueillir toutes les personnes qui risquent leur vie en quête d'un avenir meilleur? Essayer de réfléchir au moins à la question. Alors même que nous, on est en mesure d'être accueillis dans une relative sécurité partout dans le monde. Parce que l'accueil fait partie du voyage, et ça, on le pense jamais, justement, nous qui avons ces privilèges de partir partout où on le souhaite. On oublie trop souvent ça, qu'il n'y a pas de voyage sans accueil. Et donc je pense que collectivement, on peut faire mieux que ça, bien mieux. Et ça passe forcément par changer le système intrinsèquement capitaliste, patriarcal, colonial, raciste. À nous de nous questionner aussi sur nos postures, de comprendre les mécanismes en jeu, de militer pour changer les choses. Et justement, sur cette question d'accueil, tu indiques dans ton livre, mais tu m'en parlais aussi à l'oral lors de notre première rencontre, qu'en Guinée, mais aussi dans beaucoup de pays en Afrique et ailleurs dans le monde, on se doit de bien accueillir un voyageur, que c'est quelque chose d'essentiel, qu'un voyageur, une voyageuse, c'est vu comme une richesse. C'est important dans votre culture, c'est ça? En Guinée, c'est très très important d'accueillir des voyageurs. Ça, c'est traditionnel. Et voilà, déjà c'est mal vu si y a une famille qui a personne qui accueille des voyageurs. Et en gros, l'accueil, c'est très très important pour nous. Parce qu'en accueillant quelqu'un que tu vas le connaître, tu vas avoir beaucoup de choses et puis tu peux même voyager avec la personne. Parce que quelqu'un qui rentre dans notre famille, tu dois lui expliquer comment ta famille elle est constituée, tout, qui est le chef, qui est tes enfants,
Et à son retour aussi, ils doivent te parler de tous les membres de sa famille. C'est comme ça, c'est donnant-donnant, qui fait que des familles qui accueillent beaucoup de gens voyagent sans se déplacer. Et c'est pour cela que quand on arrive ici, que on voit tout est lié administrativement. Tu ne peux pas garder quelqu'un sans envoyer un courrier, c'est pas à la préfecture ou bien à la police. Même en tant que Français, je ne sais pas si tu te sentiras en liberté d'accueillir qui tu veux. D'autres pays, c'est pas ça. Je pense que ça peut faire aussi que c'est pas de la même accueil et que les démarches administratives est compliqué pour même les Français aussi, pour pouvoir accueillir les gens. Ouais, parce que, par exemple, c'est illégal d'accueillir des sans-papiers chez soi. Oui, en France, je pense que c'est interdit parce que quand quelqu'un doit t'accueillir chez lui, peut-être ça peut faire une nuit ou bien 2 nuits. Mais si ça dépasse, il faut que voilà, la personne qui montre que voilà, j'héberge cette personne chez moi et il doit être domicilié chez toi. Et même si tu veux, comment dirais-je, adopter quelqu'un dans ta famille, tu ne peux pas comme ça sans faire des écrits, sans faire des grosses démarches administratives. Et qui en Guinée, c'est pas ça. Tu accueilles quelqu'un que tu veux, tu fais ce que tu veux. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Ouais. C'est vrai que l'administration française pose énormément de contraintes juridiques là où il en faut pas toujours, quoi. Et quel est ton rapport au voyage aujourd'hui? Toi, justement, qui as eu ce parcours d'exil, ce voyage très particulier, toi qui as eu maintenant l'occasion aussi de voyager un petit peu en France, de voyager peut-être en tant que touriste aussi, de découvrir les paysages qu'on a ici en France. Quel est ton rapport au voyage aujourd'hui et est-ce que tu veux nous parler un peu des voyages que tu fais maintenant? Le voyage que j'ai fait maintenant, c'est très très différent par rapport à celle que j'ai fait avant. Parce que là, il n'y a pas de danger déjà. Il n'y a pas de danger et puis je sais là où là où je pars et je sais où je dois dormir. Et puis je sais que je peux acheter la nourriture, je peux faire tout ce que je veux. Mais voilà, je continue de voyager parce que les rencontres, c'est très très important pour moi. Et qui fait que bah, je m'adapte au climat du pays, et avoir beaucoup de contacts ailleurs. Et puis de dire que les climats d'ici, les paysages, c'est différent de celui de la Guinée et du désert aussi, c'est pas pareil. Même si tu vois en Guinée, dans la nature, quand tu marches, tu vois les manguiers partout, les orangers, les ananas, tu vois les choses que tu peux manger dans la nature, hein, qui est différent aussi d'ici, quoi. Et quand tu veux aller dans la nature, il faut prendre la nourriture avec toi quand même pour ne pas mourir de faim. Mais voilà, je pense que je suis assez connecté avec la nature. Donc, je ne peux pas rester comme ça sans me déplacer, sans aller faire la découverte de nouveaux lieux. Ça me fait penser que justement ce lien au vivant que tu entretiens, que tu découvres aussi ici, le lien que tu tisses avec le vivant ici, il est aussi issu de ton enfance, du lien que tu as eu avec le vivant en Guinée, peut-être de toute la biodiversité aussi qu'on peut avoir en Guinée, qui est, comme tu le disais, un endroit, un pays très vert. Et tu disais aussi que ton père t'a enseigné beaucoup de choses, notamment sur les plantes médicinales, sur les usages, justement pendant ton enfance. Ouais, c'est ça. Et c'est cette habitude que j'ai pas envie de perdre. Et même si je connais pas trop les plantes médicinales qui sont en France, je sais pas si c'est légal de faire ça ou pas.
Mais j'ai envie de voir cet souvenir de mon père continuellement, quoi. Chaque fois que je vais dans la nature, voir des animaux, tout. Comme moi, mon père, il était sacheur aussi. Donc, je ne peux pas rester sans la nature. En tout cas, il y a un bon début pour les plantes parce que sur ton balcon, tu as planté de la verveine, des fraises, des tomates, Ouais. de la menthe. Ouais, il y a un peu de tout. Ouais. Donc, tu as bien commencé à découvrir en tout cas les plantes qu'on peut cultiver ici, qu'on retrouve aussi dans la nature. Ouais. Ce lien justement au vivant, tu découvres les voyages que tu fais maintenant en France. On les retrouve aussi sur tes tableaux, parce qu'il y en a un certain nombre qui représentent des paysages, des montagnes par exemple. Donc ça traduit justement les rapports que tu entretiens avec le vivant. Et justement, un jour, est-ce que tu veux nous parler de ce jour où tu as découvert la peinture ? Oui, quand j'étais chez moi déjà, j'avais jamais fait la peinture. C'est arrivé à Lyon grâce au contact que j'ai eu depuis mon premier jour à l'Amphicé, qui a fait que voilà, j'ai fait la découverte de la peinture. C'était déjà dans un petit village vers Dijon et il y a des parents d'un de mes amis ici à Lyon. Et d'ailleurs, je suis encore en lien avec cet ami. Sa maman m'a proposé de faire la peinture avec elle. Voilà, je dis que je sais pas faire la peinture, mais tu m'as un peu forcé. J'ai mis ma main dedans et depuis lors, je me suis pas arrêté. Et cette rencontre, ça m'a servi à une grande partie de ma vie. Les tableaux que j'ai fait, les paysages, tout. Et c'est pour cela que je dis que mon voyage, c'est une école pour moi. Et ça m'a enseigné, ça m'a donné ma vie. Tous les cours que j'ai appris dans le désert et en France, dans la nature, tout, c'est ça que je suis en train de reproduire sur les toiles. Et déjà, quand tu vois mon exposition, mes toiles, tu sens vraiment le désert avec les abstraits aussi que j'ai fait. Tu montres les prisons, tu montres la peur, tu montres tout de moi, quoi. Donc, en voyant mes tableaux, tu sais, c'est mon identité, tu sais qui je suis. Ouais, ça, c'est toute ton histoire, toutes ces expériences qui inspirent ces tableaux Oui. et qui permettent aussi d'en parler. Est-ce que justement, il y a pas mal de tableaux aussi qui rendent compte de moments vécus pendant ton parcours d'exil, de réalités vécues aussi? Est-ce que c'est un moyen pour toi de faire revivre ces moments ou pourquoi c'est important de faire ces tableaux sur ces moments-là? Et est-ce que c'est un moyen pour toi de sensibiliser aussi au parcours d'exil, au parcours migratoire? J'ai fait ce tableau déjà, moi, de me sentir bien mentalement. Parce que ça a duré plusieurs années que l'histoire, là, c'était dans ma tête et je voulais pas en parler, je voulais pas partager aux gens. Et que souvent, les questions, ça venait, et c'est quoi ton parcours, c'est quoi, c'était un peu trop pour moi et j'ai décidé de partager aux gens. Donc, c'était pour me sentir bien dans mon corps déjà et dans ma tête. Et le deuxième plan aussi, c'est de sensibiliser d'autres jeunes aussi qui sont derrière moi, qui sont au pays, en Guinée. On leur parle, il y a des gens qui meurent dans le désert, c'est dur, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais des fois, ça ne suffit pas de simples paroles. Il faut montrer aussi des images. Et je pense que l'image aussi, des fois, ça enseigne beaucoup. Si des gens ils voient des dangers directement. Quand je fais
Mon dernière exposition à Saint-Étienne, il y avait beaucoup de jeunes mineurs qui étaient venus voir mon exposition et regarder le tableau. Ils disaient, waouh, c'est là-bas, c'est comme si c'est ici que j'ai passé. Ils se sentaient directement dans le tableau, quoi. Ça, c'était directement connecté à eux. C'est ça aussi, les jeunes qui sont en Guinée, quand ils voient mes tableaux à travers de mes réseaux sociaux, qui me disent, oh, c'est ça que tu as fait. Ça les fait peur. Ils vont prendre conscience le danger de cette aventure. Ils vont pas faire. Les gens aussi qui sont en France, qui n'ont pas fait ces voyages, mais qui entendent des discours à la télé, tout. Et je pense que c'est très, très important pour eux aussi d'entendre un témoignage réel, quelqu'un qui a fait cette voyage, de dire que, ouais, mais ce qu'on dit à la télé, c'est les gens qui disent qu'ils n'ont pas vécu ces parcours, mais on entend un témoin réel, quoi. Donc ça sensibilise les gens. Ouais, comme tu dis, c'est des tableaux, donc tu as une image qui peut être puissante, qui invoque des émotions. Ça permet de toucher directement les personnes sans tenir de discours. Enfin, c'est un autre vecteur que celui du livre que tu as écrit. Et ça peut attraper les gens directement, quoi. C'est puissant. Oui. Est-ce que tu as envie de nous présenter quelques tableaux? Je sais que c'est à l'oral, mais... Oui, bien sûr. Je peux présenter un tableau qui s'appelle Le deuil du sable. Le deuil du sable, c'est un tableau je montre souvent, je peux dire que c'est le tableau qui est le plus connu parmi tous mes tableaux et qui montre l'image de quelqu'un qui vient voir son ami allongé dans le désert qui est mort déjà et voilà, qui essaye de faire un peu le deuil de son ami et puis mais qui n'a pas d'autre possibilité de l'aider et ni de l'enterrer. Juste il fait le deuil, après il repart. Donc ça montre une image très très forte, une histoire que j'ai vue aussi. Je pense que le tableau il est très très touchant. Ouais, en tout cas moi je peux le voir là juste d'ici, il est en face de moi, juste au-dessus de toi quand je le regarde. Et c'est vrai qu'il est aussi assez hypnotisant là dans ces couleurs là, rose, beige, du désert et comme tu dis ce message hyper puissant de deuil, ouais, enfin c'est puissant. Ça transperce. Est-ce qu'il y a d'autres tableaux que tu as envie de présenter? Oui, il y a d'autres tableaux aussi. J'ai pas mal de tableaux. J'ai fait un tableau aussi en hommage des femmes violées dans le désert. Ce tableau, on voit une jeune fille qui est à genoux, qui a la tête baissée par l'humiliation qu'elle a vécue pendant son traversée du désert. C'est l'image que j'ai vue souvent sur la route. Même si je ne pouvais pas faire des grandes choses parce que je risquais aussi, moi aussi, de prendre beaucoup dans la figure, quoi. Donc, personne ne pouvait faire quelque chose. Mais après, je me suis dit, maintenant je suis là, je vis là. Quel hommage je peux faire pour cette fille qui ont fait des grands efforts de faire cette aventure. Je remercie beaucoup déjà celle qui a mis ma main dans la peinture. Maintenant, je peux m'exprimer tous les souvenirs qui viennent dans la tête. Chaque jour, je peins. Je peins et puis une fois qu'il y a des souvenirs qui viennent dans la tête, directement, je mets sur la toile. Ouais, bah merci beaucoup aussi d'avoir fait ces tableaux parce que je pense qu'ils sont ultra importants et ça met une image sur ces réalités-là qu'on connaît peu, dont on n'entend jamais parler. Et merci aussi pour cet hommage justement à ces femmes victimes de viol, ces femmes victimes de violences. Et c'est hyper important. Donc merci pour ça. Merci pour elles. Ouais.
Pour conclure cet échange, quels sont tes espoirs et tes aspirations pour la suite? Et est-ce que tu as un dernier message que tu voudrais transmettre aux personnes qui nous écoutent? Ce que j'ai à dire aux gens, c'est qu'il ne faut jamais juger quelqu'un sans parler avec la personne. Je pense que les jeunes qui sont là, ils ne sont pas là pour rien. Ils sont là pour vivre. Ils ne sont pas violents. Et moi, aujourd'hui, n'importe quelle personne qui vient vers moi pour parler de l'immigration, pour parler des migrants, je suis ouvert avec tout le monde pour parler. Et ces jeunes-là aussi, il y en a beaucoup d'entre eux qui ont des grands potentiels qu'en les approchant, tu peux apprendre beaucoup de choses, de leur culture, de tout, quoi. Et je pense que c'est très, très important pour les Français aussi de voyager dans le désert sans être là-bas, parce que tout le monde n'a pas la chance d'être à cet endroit. Voilà, de ne pas juger les gens. Ces jeunes, ils ont besoin on a besoin des Français, et les Français aussi, ils ont besoin de nous. Et les deux ensemble peuvent construire des bonnes choses. Je remercie les Français et les amis qui m'ont accompagné et qui ont fait que j'ai pu lever la tête et de faire tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Waouh, c'est un beau message d'humanisme que tu transmets, un beau message d'espoir. Et j'ai ce même espoir aussi qu'on puisse être main dans la main de cette manière, et surtout te dire qu'il est important qu'on fasse confiance à toutes les personnes, et que il y a plein de personnes aussi qui sont cabossées par la vie, et ça peut se traduire de différentes manières, mais c'est important de soutenir ces personnes, d'être dans un processus de soins, de solidarité et tout, et c'est des valeurs et des choses qu'on a tendance beaucoup trop à oublier, à se défaire en se repliant sur soi-même. Donc non, faut le redire, et il faut faire ça, quoi. Eh ben écoute, Sylla, merci beaucoup pour ce témoignage puissant, pour ce témoignage vraiment important. Je suis très heureux de pouvoir te donner la parole. Merci beaucoup pour la confiance, merci d'avoir raconté ton histoire. Merci pour tous les tableaux que tu réalises. C'est trop chouette. J'ai hâte de pouvoir mieux aussi les découvrir. Et ouais, j'ai passé un super moment avec toi, donc merci pour tout ça. Ouais, merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir de te rencontrer grâce aux réseaux sociaux. Et ça m'a fait plaisir aussi de partager un bout de mon histoire avec toi. Et je sais que tu as lu le livre, mais c'était très important aussi qu'on s'assoie aussi et parler de ça. Merci beaucoup. Je pense qu'il y aura des projets aussi à faire ensemble, j'espère. Avec grand plaisir, carrément. Et justement, tu parlais du livre. Pour terminer là-dessus, est-ce que tu peux nous dire comment se procurer le livre pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui voudraient connaître plus en détail toute cette histoire qu'on a retracée, qui voudraient te soutenir aussi parce que c'est important? Ouais, pour les gens qui veulent me soutenir, donc pour avoir le livre, soit vous me contactez par mon numéro, le 07 51 26 27 45, ou soit sur mes réseaux sociaux, couleur de Sylla, couleur avec S, et de Sylla SYLA. Et comme ça, même si vous n'êtes pas sur Lyon, je peux vous expédier. Et aussi, c'est sur ce compte aussi que tu mets en avant tous tes tableaux, que tu parles de tes prochaines expositions. Donc si on veut connaître toutes les infos, c'est aussi sur ce compte Instagram Couleur de Sylla. Oui, c'est ça. Parfait. Trop bien. Eh ben écoute, merci Sylla, et je te souhaite de passer une belle fin de journée ensoleillée. Merci, toi aussi. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi et à ajouter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ton soutien m'est précieux.
Ce témoignage peut-il nous inciter à nous mettre en mouvement à notre tour, faire du voyage un outil pour se reconnecter au vivant et agir ensemble? Un nouveau départ nous attend. Alors, faisons le premier pas.